bonjour à tous, à toutes et à tous. Je vais faire une rectification. Oui, on n'est encore que des hommes. On va parler un peu geekerie pendant à peu près 45 minutes. Et donc, le sujet qui nous intéresse ce midi, c'est l'Internet des objets. Alors, on a parfois appelé ça l'Internet de toutes les choses. Donc, on découvre avec nos interlocuteurs un peu les possibilités qu'offre aujourd'hui cette capacité à connecter beaucoup de choses. Et donc, c'est ce qu'on va essayer d'aborder ensemble. Alors, on a connu une période où ça semblait un peu gadget, un peu superficiel. Aujourd'hui, ça semble être un peu plus essentiel, naturel, évident de relier notre quotidien à des capteurs de l'instant. Jusqu'où cette idée folle de relier notre quotidien à l'Internet nous amène-t-elle? Quel est l'enjeu pour les marques, pour vos produits, pour vos services? Pour tenter de répondre à ces questions, je suis heureux de recevoir pendant ces prochaines minutes d'abord Rafi Aladjian. Alors Rafi Aladjian, vous êtes l'inventeur du tout premier objet connecté. Tout le monde se souvient du lapin Nabastag. Et plus récemment, vous avez inventé Mother. Rafi, puis-je me permettre une petite question? Alors elle peut sembler un peu à la fois personnelle, peut-être absurde. Au fait, pourquoi un lapin? Et comment ça vous est venu, cette toute première idée de lapin connecté? L'idée, elle est venue un jour où je visitais une usine de jouets en Chine et le patron de cette usine m'a dit « Regardez, maintenant on fait ce genre de truc » et il m'a montré un ours en peluche et il m'a dit « On a mis des puces à l'intérieur de cet ours en peluche et il est capable de raconter 80 histoires en italien. » Et pour moi, ça a été un espèce de flash qui était que pour ce fabricant de jouets, la préoccupation, c'était de pouvoir incorporer tout type de technologie qui devenait abordable pour continuer à faire évoluer et créer de la valeur dans les produits qu'ils faisaient. Et que si on pouvait mettre, par exemple, du Wi-Fi à l'intérieur de cet ours en peluche, il ne raconterait pas que 80 histoires et que en italien, mais qui pourrait raconter toutes les histoires du monde et dans toutes les langues du monde. Donc à partir de ce moment-là, j'étais convaincu qu'il était inéluctable, de la même manière que tous les objets avaient commencé à avoir de l'électronique dedans, que tous les objets allaient finir par être connectés à un réseau avec des usages qui restaient certes à inventer, et qu'il appartiendrait à chaque industrie, quelle qu'elle soit, d'inventer, de se réinventer avec l'apport de cette connectivité. Et l'avenir a prouvé que j'avais raison, puisqu'on a vu de plus en plus d'objets être connectés. Moi, mon préféré, c'est la pierre tombale connectée, qui est un peu l'exemple extrême qui dit que même quand si votre business est de vendre des pierres tombales, votre préoccupation est de savoir comment vous pouvez connecter des pierres tombales, et ce n'est pas une décision qui est prise à l'extérieur de votre industrie, c'est vous-même à l'intérieur de votre industrie qui devez vous poser la question de savoir pourquoi et comment je peux créer de la valeur en profitant de cette connectivité. Vous m'avez pas répondu à ma question, pourquoi un lapin? Il y a 30 raisons pour lesquelles on a fait un lapin, comme il y a 30 raisons pour lesquelles on a fait Mother. La raison principale, c'était qu'il s'agissait de démontrer qu'on pouvait connecter n'importe quoi à l'Internet, et si on avait commencé par connecter, par exemple, un frigo ou je ne sais pas quoi à l'Internet, on aurait pensé qu'il est naturel de connecter un frigo. Là, c'était une démonstration par l'absurde qui disait si on peut même connecter un lapin à l'Internet, par définition, on peut connecter n'importe quoi. Thomas Serval, alors vous travaillez dans une société qui s'appelle Colibri, vous êtes entrepreneur un peu multirécidiviste, vous avez travaillé aussi bien chez Microsoft que chez Google, et depuis presque 2 ans, vous œuvrez pour nous proposer une brosse à dents connectée. Alors moi aussi, c'est pareil, moi j'aime bien poser des questions stupides, mais pourquoi une brosse à dents? Donc bonjour d'abord. C'est assez simple. Quand vous voulez faire un objet connecté, il faut trouver un objet qui soit utilisé régulièrement. Parce que aujourd'hui, il y a une mode sur les objets connectés, mais tout ce qui est à la mode se démode. Donc si vous voulez avoir une chance de durer, il faut que vous trouviez quelque chose qui soit utilisé le plus souvent possible et qui soit relativement simple à utiliser. Et donc quand vous regardez quels sont les objets que vous utilisez quotidiennement, et bien en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a celui que vous avez tous dans la main en ce moment pour envoyer des textos ou tweeter et dire que c'est super. Ça, c'est un objet qui a trouvé sa place chez vous. Et puis la brosse à dents fait partie de ces quelques objets connectés. Donc ça, c'est pourquoi une brosse à dents?
Après, l'autre élément, c'est je suis père de 3 enfants et comme beaucoup de parents, je demande à mes enfants s'ils sont bien brossés les dents. Et mes enfants me mentent régulièrement en me disant oui, oui, bien sûr. Après, j'en paye le prix douloureux, puisque c'est de moins en moins bien remboursé par la Sécu d'avoir des caries. Puis j'ai l'air d'un père indigne quand c'est moi qui vais chez le dentiste en disant mais vos enfants savent pas se brosser les dents. Bon, après, vérifiez qu'ils se brossent bien les dents. Et donc je me suis dit, en fait, aujourd'hui, avec les technologies disponibles, c'est quand même pas si difficile que ça de savoir, d'avoir un objet qui vous dit si vous l'avez utilisé ou pas, notamment une brosse à dents. Et puis, avec les dernières technologies de mesure du mouvement, on peut aussi savoir si le mouvement, le geste a eu lieu ou pas, parce qu'en fait, ma fille, elle passait que 15 secondes, elle mouillait la tête de la brosse à dents, elle disait oui, je l'ai fait. Mais le dernier aspect de pourquoi on l'a fait, c'est que au-delà de se brosser les dents pour moi, c'est un vrai problème de santé publique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui coûte le plus cher à la Sécu. La carie, c'est vraiment un truc à la fois bête et que tout le monde peut prévenir par un bon brossage. Ça revient à peu près à 120 milliards de dollars au système de santé américain, donc c'est des centaines de milliards de dollars. Et sur les 120 milliards de dollars de cette industrie, il y en a 50 milliards qui viennent d'un mauvais brossage ou qui peuvent être corrigés par un mauvais brossage. Donc en fait, c'est aussi un énorme enjeu de santé publique. Donc c'est 3 composants: personnel, objet du quotidien et intérêt collectif. Julien de Préaumont ou Promont, que je ne dise pas de... Préaumont. Préaumont. Vous êtes directeur marketing chez WithThings et cette année, si j'ai bien compris, vous avez une actualité chargée en nouveautés avec tout aussi bien, alors on le voit sur votre stand, je vous invite tous à y aller. Alors on a une montre connectée et on a aussi un dispositif pour accompagner notre sommeil. Racontez-nous ça, vous connectez nos matelas, c'est ça votre ambition aussi Alors, chez WithThings? c'est plutôt de vous connecter avec votre sommeil qu'avec votre matelas. Vraiment, la connectivité, pour nous, c'est vraiment un moyen de révéler un bénéfice santé à l'utilisateur. Et je voudrais juste rebondir sur la brosse à dents. C'est vrai que nous aussi, avec le poids, on a été un peu dans le business de révéler un certain nombre de mensonges, parce que c'est un peu le même problème avec le poids. L'esprit est bien fait et joue souvent avec la mémoire qu'on a de son poids et la mémoire et l'objectif qu'on a comme poids idéal. Donc c'est vrai que la balance a été notre première étape et au cours de ces années, on a développé une gamme qui aujourd'hui permet de prendre soin donc de son poids, de son activité avec les trackers d'activité, de son cœur avec un tensiomètre connecté, de son cerveau avec ce système de sommeil que vous mentionnez et avec cette caméra de l'environnement dans lequel je vis, est-ce qu'il est plus ou moins pollué. Et donc aujourd'hui, le point commun de ces objets-là, c'est vraiment la connectivité comme un moyen de révéler un bénéfice santé. Donc le matelas, il est connecté parce que finalement, c'est sur un matelas qu'on passe un tiers de sa vie. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est connecter les gens à leur sommeil. Comment est-ce que je dors? Quels sont mes cycles de sommeil? Quels sont les éléments qui peuvent influer mon sommeil pendant la nuit? Et surtout, comment est-ce que je peux l'améliorer avec les programmes de son et lumière que fournissent la lampe de chevet qui compose cet objet. D'accord. Alors j'aimerais qu'on commence à essayer de voir pour notre assemblée ce vers quoi nous nous dirigeons avec un peu ces objets connectés. Alors Thomas Serval, quand on a échangé sur le sujet, vous m'avez dit que l'objet connecté réinventait les usages. En quoi est-ce une clé de compréhension justement de ce qu'est un objet connecté, de cette réinvention des usages? La question est un peu compliquée pour moi, alors je vais essayer de l'utiliser. Non, mais en fait, effectivement, quand on rajoute de la donnée à un objet, donc, on peut inventer de nouveaux services. Je vous donne un exemple. Notre brosse à dents, elle est connectée à une plateforme qui permet de jouer à des jeux. Et donc, on développe un nouveau métier, c'est des jeux de motivation pour bien se brosser les dents. Mais pas des jeux tout bêtes qui vous disent brosse-toi les dents, des jeux qui regardent ce que vous faites, un peu comme sur une Wii, et qui analyse votre mouvement et vous donne des indications, etc. Donc tout d'un coup, on crée un nouveau service autour du coaching de bien se brosser les dents. Ça a l'air, compte tenu des enjeux financiers, c'est comme si vous créiez l'équivalent d'une gym pour le corps ou pour le poids, c'est que vous créez de nouveaux services. Donc quelque part aujourd'hui, un autre exemple de la donnée associée aux objets, donc la connexion entre l'objet et l'usage et la donnée, il n'existe aujourd'hui aucune méthode scientifique pour vous dire comment bien vous brosser les dents. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut se brosser les dents,
mais les avis divergent très largement, et il n'y a aucune corrélation, au sens statistique du terme, entre combien de temps vous êtes brossé les dents, où est-ce que vous êtes allé, et l'occurrence ou non de caries. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas ces données disponibles. Donc tout d'un coup, des scientifiques, des professeurs de médecine, etc., ou de dentisterie, peuvent élargir le champ de la connaissance et développer de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, et des choses comme ça. Et puis pour aller un petit peu plus loin, la vision qu'on essaie de déployer chez nous, c'est faire entrer plus de données dans le monde de la connaissance, enfin dans ce qui est mesurable, etc., va aussi transformer les business models. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous mettez un boîtier dans votre voiture et vous avez une assurance qui peut vous couvrir proportionnellement au nombre de kilomètres parcourus par votre voiture. Pour moi, ce qui est en train de se passer dans la télématique et l'assurance, vous allez le voir de plus en plus se répliquer dans d'autres domaines. Et les objets connectés, par définition, vont être les complices ou les participants à cet élargissement de ce que vous pouvez assurer, par exemple, ou de la manière dont vous pouvez bien récompenser ceux qui se comportent d'une manière efficace et éventuellement faire payer plus cher ceux qui le font de moins en moins bien, avec des limites évidentes qu'on pourrait avoir, notamment en matière de santé. Donc effectivement des enjeux qui embarquent un peu tout le monde. Julien de Préaumont, vous m'avez dit de votre côté qu'au fond les objets connectés, ça change pas le marketing pour vous, mais ça change l'approche marketing. Vous vouliez dire quoi ? Mais je crois qu'on a effectivement échangé sur le marketing, puisque c'est quand même l'objet du rendez-vous. Je pense qu'on y reviendra à la fin, mais en tout cas sur les usages, je partage complètement l'analyse que bien sûr qu'on imagine que tous les objets seront connectés un jour, mais on partage aussi l'analyse de dire que ne seront connectés, ne resteront connectés que ceux pour lesquels ça fait du sens de collecter des informations sur le long terme, alors soit pour comprendre mon niveau d'activité, comment est-ce que je dors, soit pour améliorer le traitement dans une version un peu préventive de la santé, où je vais pouvoir agir moi-même sur ma santé. C'est vrai qu'en Europe, et particulièrement en France, on a une vision très curative de la santé. Je vais aller voir mon médecin quand je suis malade, et les produits qu'on propose, la brosse à dents comme la balance ou notre produit sommeil, permettent d'avoir une gestion préventive. Et nous, on prend souvent l'image du dashboard, enfin du tableau de bord dans une voiture. Aujourd'hui, vous ne conduiriez pas sans un tableau de bord dans votre voiture. Et pourtant, votre santé, vous la gérez sans tableau de bord. Et donc, on se propose, avec ces outils-là, avec les applicatifs qui viennent avec, de constituer ce tableau de bord pour que vous puissiez gérer de manière préventive votre santé. Alors, Raphaël Adjian, alors moi, quand j'ai essayé de vous demander d'esquisser une définition des objets connectés, d'abord, j'étais bien reçu parce que vous m'avez indiqué que ma question aurait été intéressante il y a 10 ans, voilà, donc j'arrivais. Mais aujourd'hui, ma question paraissait presque incongrue. Alors, c'est presque aussi étonnant de vous demander, c'est ça, de définir ce que sont les objets électriques Vous pouvez donc me tordre le cou définitivement quand je vous pose cette question. Oui, non, je pense qu'il n'y a pas de catégorie qui s'appelle les objets connectés. Je pense qu'il y a des tas de raisons pour lesquelles un objet mérite d'être connecté ou pas, pour tirer des bénéfices différents. Il y a effectivement le fait de pouvoir collecter de la donnée en étant, mais dans certains cas, le fait de le rendre plus facile à utiliser, moins cher d'ailleurs, en enlevant des fonctionnalités dans un objet et en confiant ces fonctionnalités à un autre objet auquel il serait connecté. Il y a des tas de raisons de connecter un objet. Et pour moi, ce à quoi on assiste aujourd'hui, les objets connectés, cette révolution de la connectivité est tout à fait comparable à ce qui s'est passé au début du XXe siècle, quand tous les industriels se sont mis à électrifier les objets. Les fers à repasser qui fonctionnaient au charbon sont devenus électriques. Les bouilloires qui chauffaient sur le feu sont devenus électriques aussi. Les brosses à dents qui étaient manuelles sont devenues des brosses à dents électriques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de catégorie des objets électriques dans lesquels on mettrait des TGV et des brosses à dents électriques. C'est juste une propriété des objets. Donc je pense que d'abord, les objets connectés, ça existe. Enfin, si c'est une petite mode, on va en parler 2-3 ans, mais bon, finalement, tous les objets vont devenir connectés, et donc ça ne va pas être une propriété.
La deuxième chose, c'est que, en parlant des objets connectés, je pense qu'on fait comme dit l'adage chinois, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. L'objectif n'est pas tellement de connecter des objets, mais de connecter la vie. C'est-à-dire que la question est de savoir comment ce truc-là scale. Tant que vous avez 3 ou 4 objets connectés ou 3 objets technologique dans votre vie, c'est facile, vous allez prendre la peine de charger des batteries, d'apprendre à vous servir de ces objets et faire tous les efforts nécessaires pour continuer à utiliser ces objets. Mais si les objets connectés vont prendre beaucoup de place chez nous, ça veut dire qu'on va en avoir 30, 40, 100 peut-être dans notre environnement. Imaginez-vous vraiment que quand vous allez avoir 40 ou 50 objets dans votre environnement, vous allez charger des batteries tous les jours, appuyer sur le petit bouton qui permet de synchroniser les données, vous souvenir que sur cet appareil, quand ça clignote en rouge 2 fois, ça veut dire ceci ou cela. Même des choses très simples ne passent pas à l'échelle quand vous allez avoir 50. Donc l'avenir de l'objet connecté est la disparition de l'objet connecté. C'est-à-dire que finalement, ces choses-là vont venir se fondre dans notre activité quotidienne et au final, on ne va pas connecter des objets, on va connecter des activités humaines, c'est-à-dire qu'on va connecter la vie. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec Mother, c'est-à-dire que il y a 10 ans, on a connecté un objet qui était un lapin, puisque là l'enjeu c'était de montrer que n'importe quel objet, aussi incongru soit-il, pouvait être connecté. Aujourd'hui, on pense qu'il faut faire des non-objets. Le but du jeu, comme le disait Julien, c'est pas de connecter un lit, mais de mesurer le sommeil. C'est que dans l'expérience que nous on imagine des utilisateurs, c'est un utilisateur qui rentre chez lui, il passe la porte chez lui, il prend des médicaments dans une boîte en carton, il se fait un café, il va promener le chien, il met son pyjama, il va se coucher. Et toute cette activité est rendue intelligible. À aucun moment il n'a interagi avec un appareil, à aucun moment il a appuyé sur un bouton, lancé une application, dit ceci ou fait des gestes, comme on a même dans Minority Report pour parler à une machine. On a la vie elle-même spontanément. Ce qui veut dire qu'en termes de mesurabilité, on mesure des choses qui sont pures. On n'a pas des activités qui sont déformé par les nécessités de l'interaction avec l'appareil lui-même. Donc je pense que l'enjeu réel, c'est la connectivité de la vie, ou comment finalement la vie va reprendre tous ses droits après cette période transitoire dans laquelle on est depuis une vingtaine d'années, où on a des objets comme des ordinateurs, des smartphones, des machins, à travers lesquels on est obligé de passer pour interagir. Donc en fait, on est à la fin de l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'était l'Internet dans lequel on était obligé d'avoir un objet au milieu que pour être le médiateur entre nous et nos données. Et je pense qu'on va se libérer de tout ça, on va simplement vivre naturellement, sauf que ce que nous sommes en train de faire, nos comportements vont être rendus intelligibles, enrichis, réactifs, de manière transparente. Donc vous m'avez dit aussi que petit à petit, vous prenez l'habitude de connaître des choses qu'on ne connaissait pas avant, juste parce qu'on ne mesurait pas. Vous avez des exemples en tête de ces choses qu'on découvre en connectant un peu la vie, comme vous dites? Je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles les objets connectés, on ne peut pas se passer de l'expression pour le moment, arrivent petit à petit à trouver un terreau, c'est pas simplement parce qu'on en fait, c'est pas parce que la technologie existe, mais parce que dans l'esprit du public, il y a quelque chose qui fait son chemin, qui est cette volonté de connaissabilité. Pendant les 20 dernières années, on a eu une addiction de plus en plus grande à la connectivité, c'est-à-dire que par définition, avant, les choses étaient inaccessibles, lointaines, difficiles de contact, et petit à petit, avec le développement des réseaux, on tient aujourd'hui pour acquis que n'importe quoi peut être acheté, contacté, su à distance, n'importe quoi, n'importe où. Le corollaire de ça, c'est que de plus en plus, maintenant, on a envie de savoir. On prend goût au fait que les choses sont connaissables. Il y a des exemples très très bêtes dont on se rend même pas compte. Avant, on attendait sur le quai d'un métro qu'un métro arrive. Aujourd'hui, on a un affichage qui dit le prochain métro arrive dans 2 minutes. Ça fait pas venir le métro plus vite qu'avant. C'est de la même manière que quand on envoie un colis par FedEx ou par colis poste, on a un numéro de suivi qui fait pas arriver le colis plus vite, mais on a besoin de savoir où en est le colis dans son trajet. Donc de plus en plus, la mesurabilité, la connaissabilité font leur chemin dans l'esprit du public. Et là, je ne parle pas forcément d'objets connectés. Il y a un terreau qui est que de plus en plus, on prend pour acquis que les choses peuvent être mesurées, les choses peuvent être quantifiées, quelque chose, quelque part, a enregistré l'info, et si j'en ai besoin, je peux y accéder. Et cet élan vers la connaissabilité n'a pas de limite. C'est que globalement, par exemple, aujourd'hui, quand on vend des cookies, qui sont les petits capteurs qui viennent avec la Mother, les gens peuvent les utiliser pour des tas de choses qu'eux-mêmes décident.
On a des utilisateurs qui collent leurs cookies sur la gamelle de leur chat pour voir à quelle fréquence le chat vient manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quantifier la fréquence à laquelle le chat vient manger est quelque chose que j'ai envie de savoir et que je peux mesurer. Savoir à quelle fréquence le postier met quelque chose dans ma boîte aux lettres est quelque chose que j'ai envie de savoir et que j'ai envie de quantifier et je peux le faire. Et tout ça, c'est cet élan de connaissabilité qui est dans le public, qui va au-delà du discours qu'on a sur le big data, etc. C'est cette histoire du small data. C'est ce que j'ai envie de savoir de moi sur moi-même. Je m'en fous de savoir que Google peut tout savoir de l'univers. Je veux juste savoir si mon chat a mangé. Alors, on va continuer sur cette idée. Julien de Préaumont, donc, on a évoqué ces enjeux qui sont liés à la santé connectée. Est-ce que les individus sont, oui ou non, prêts à accepter d'être à ce point transparents sur leur constante de santé? Parce que quelque part, il y a quand même collecte de données et parfois ouverture de ces données. Donc nous, on leur demande absolument pas d'être transparents avec leurs données. Hein. On leur donne un moyen de prendre connaissance de ces données, et ces données sont bien sûr une responsabilité pour nous. On doit garantir la propriété de ces données à l'utilisateur, la confidentialité, la disponibilité de ces données dès qu'il ouvre son smartphone. Ça, c'est notre boulot. Mais après, les données sont les siennes, et c'est uniquement pour lui rendre service qu'on lui donne des graphiques de visualisation, qu'on lui donne des solutions de coaching. C'est vraiment pour sa santé à lui. C'est pas ce que Thomas Serval avait en tête, parce que quand vous avez évoqué avec moi l'idée de moduler le prix, par exemple, des assurances de santé, les enjeux économiques qu'il y avait derrière, on peut se poser quand même une question. Est-ce qu'on va vraiment, à l'avenir, pouvoir faire sans cette collecte de données et sans la fourniture de cette donnée, par exemple, avec simplement une compagnie d'assurance? Donc, on peut avoir toujours le choix, mais bon. Il faut remettre les choses dans le contexte, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il d'un pays à l'autre, donc là, on rentre dans un domaine qui est régulé, et qui est régulé par une situation sociale, un accord au sein de chacun des pays. Et par exemple, en matière de santé, la règle en France, c'est la mutualisation. On n'a pas le droit de tarifer différemment de personnes. L'idée, c'est de partager les risques. Donc, il y a une question assez fondamentale, et que chacun des pays, et les questions se posent beaucoup d'ailleurs en ce moment dans les pays émergents, qui n'ont pas tout l'héritage qu'on pourrait avoir, ou des pays où les systèmes de santé nationaux ou solidaires n'existent pas, comme les États-Unis, où il y a en fait une faible couverture médicale, même si elle devient obligatoire pour tout le monde. Et là, effectivement, il y a un enjeu. Donc, en France, le sujet n'est pas du tout à l'ordre du jour en matière d'assurance santé. Il est en train d'arriver dans l'auto un petit peu, avec Pay As You Drive et des choses comme ça qui sont en train d'être lancées. Et en tant que Français, moi, à chaque fois il y a des domaines un peu tabous, c'est-à-dire quelque part, moi, penser que je payerais pour un grand nombre de raisons plus cher mon assurance santé pour le risque demain d'un cancer ou des choses comme ça que quelqu'un d'autre, ça m'horripile à titre individuel en tant que citoyen. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a deux choses. Il y a ce que les technologies vont permettre de faire et ce que les sociétés vont accepter collectivement de faire. Et donc la France et l'Allemagne sont deux pays où ce genre de réflexions sont tabous et ne risquent pas d'arriver prochainement. Ce qu'on voit apparaître par contre, c'est déjà, et c'est plutôt ça qui est en train de se passer, dans le domaine de la prévention, qui, pour ceux qui connaissent le monde des mutuelles et le monde de l'assurance publique français, fait partie maintenant des objectifs qui sont donnés aux mutuelles et aux assurances prévoyance de contribuer à la prévention. Aujourd'hui, on fait de la prévention en disant manger 3 œufs fruits et légumes et en faisant une pub à la télé. Grosso modo, nos objets, tous ceux qui sont en train d'être faits, vont permettre de prendre un peu les gens qui sont censés, pour des raisons de régulation, et qui sont les assureurs de notre santé, de les prendre au mot en disant soyez un peu plus effectifs que faire une pub à la télé ou que de faire une déclaration de bonne intention en donnant pour une fondation pour telle ou telle chose. Montrez concrètement que vous faites des choses qui permettent de prévenir des maladies ou qui faire des choses qui permettent de mieux vivre. Et donc là, par contre, cette tendance-là, en France, est en train d'émerger assez rapidement dans la réflexion à la fois des pouvoirs publics et pour vous donner un peu
la philosophie générale, l'idée, c'est pas de moduler les coûts des assurances, c'est plutôt de se dire que aujourd'hui, la santé, c'est à peu près 12,5% du PNB en France. C'est de moins en moins remboursé. Aux États-Unis, c'est 17-18%. Dans un pays comme Singapour, c'est 7 à 8%. On ne peut pas considérer que dans un pays comme dans l'autre, on est beaucoup moins bien soigné. Mais il y a quand même un problème d'efficacité du système de santé. On peut dire, si on regarde à 10 ans, que on ne va pas pouvoir, pour des raisons purement fiscales et de coûts de société, continuer à avoir des coûts de santé qui augmentent comme ça. Donc, in fine, il va y avoir une sorte de paradigme qui risque d'arriver, qui est de dire, une société est prête à donner 15% de son PNB pour améliorer la santé de ses citoyens. Donc imaginez que vous avez maintenant une somme fixe attribuée par citoyen. Comment utiliser au mieux cette somme fixe, en la mutualisant bien entendu. Et donc la réponse immédiate que les technologies qu'on est en train de développer permettent de faire, c'est de dire le meilleur investissement pour ça, c'est la prévention. Donc si on peut annoncer quelque chose qui va arriver et qui va être mesurable, c'est qu'on ne peut pas faire de prévention sans mesure. Ou en tout cas, on va pouvoir faire de la prévention 2.0. Et la brosse à dents, le suivi du sommeil, le poids et puis les suivis d'activité vont à mon avis contribuer largement à ça. Mais, ouais, je suis assez d'accord avec cette réflexion théorique, mais ce qui est vrai aussi, ce que disait Rafi, c'est que cette révolution des objets connectés, elle a été choisie finalement par les consommateurs. On n'a pas attendu les mutuelles, on n'a pas attendu les médecins, on n'a pas attendu les pharmaciens. Les gens sont allés à la Fnac acheter des balances. Et donc c'est vraiment les gens qui ont choisi de s'appuyer sur nos objets pour gérer leur poids, pour maigrir, pour éventuellement en prendre dans certains cas, pour gérer leur masse grasse. C'est vraiment eux qui sont allés dans des retailers de produits électroniques grand public pour acheter des produits de santé. Donc il y a vraiment on est en lien direct avec cette espèce de lame de fond que tu décris et qui pourrait aussi arriver à travers les mutuelles. Je voudrais juste rajouter un point en tout cas sur la philosophie qu'on a et sur ça, c'est je pense que tous les fabricants d'objets connectés sont en train de créer des marques et les marques n'existent, et vous êtes des professionnels du sujet, que par la confiance. Donc ça serait une erreur majeure aujourd'hui de compromettre l'intégrité de nos marques en essayant de perdre la confiance du consommateur. Donc aujourd'hui, les données qui sont capturées par votre brosse à dents ou qui sont capturées par la quelconque, elles vous appartiennent, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Il est clair qu'il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus partageuse de cette donnée et beaucoup plus exhibitionniste, la génération Facebook, etc., que ne le sont ses aînés. Et donc, quelque part, il y a des changements qui arrivent. Mais en tout cas, dans la conception de tous nos produits, au cœur du système, la donnée est propriétaire de l'utilisateur et aucun usage de cette donnée n'est fait sans l'accord explicite de l'utilisateur. Rafi Aladjian, vous aussi, ça vous agace que certaines personnes imaginent qu'on soit demain dans une sorte de contrainte. Pour vous, si j'ai bien compris, les mutuelles, elles vont nous obliger à rien, parce que l'avenir, c'est le moi, dans le sens premier du terme, et rien d'autre. Oui, je crois que, enfin, chaque fois qu'une technologie ou un nouveau pan technologique s'ouvre, on fait de la projection linéaire. Au début de l'Internet, on pensait naïvement que les gros acteurs de l'Internet, ça allait être la Redoute, les Trois Suisses et Le Monde, parce que c'était les seuls qui savaient être le métier. Et on prend une situation à un moment donné au début de l'histoire et on dit, ben voilà, ceux qui sont gros aujourd'hui vont être encore plus gros demain et rien d'autre ne va changer. Je pense que ce qui est certainement en train de changer aujourd'hui, et qui est aussi une grande constance de la technologie, c'est l'empowerment. J'ai jamais trouvé le mot français pour empowerment de l'utilisateur. L'utilisateur va avoir des tas de capteurs et qu'il va maîtriser de plus en plus et dont il va décider lui-même d'ailleurs de plus en plus des usages et il va lui à son tour les utiliser pour observer les gens qui lui fournissent des services. Donc cette vision Big Brotherienne qu'on a un peu ancrée dans l'esprit qui est de dire on va pouvoir savoir plein de choses sur nos utilisateurs, il y a aussi le pendant de ça qui est Little Brother, c'est-à-dire que moi qui vais acheter un matelas demain pour lequel on m'a promis sur lequel j'allais bien dormir, je vais avoir les moyens de mesurer le service qui m'est rendu en me disant mais vous m'aviez promis que j'allais bien dormir. Comment prouvez-le moi? Vous avez une obligation de résultat. Les compagnies d'assurance qui aujourd'hui me fournissent une prestation qui est une boîte noire, je vais pouvoir à mon tour mesurer le service qui m'est rendu. Et je pense que le vrai bouleversement et la partie qui est vraiment intéressante, c'est ce rééquilibrage de la connaissance et du savoir, c'est-à-dire que toutes les marques
Et toutes les industries qui se sont construites sur le fait de ce déséquilibre de la connaissance vis-à-vis de leurs clients ont du souci à se faire parce que le client va revenir et va savoir de plus en plus de choses. Et cette transparence qu'on a vue sur les réseaux sociaux, etc., de fait que les marques sont de plus en plus transparentes, elle va aller encore plus loin puisque l'utilisateur va pouvoir tout mesurer, tout savoir, et donc on va aller vers plus de transparence. Donc je pense que le bouleversement va plus toucher les marques que nous particuliers. C'est le particulier qui va prendre le pouvoir, et c'est ça la vraie révolution intéressante. Sinon on peut toujours se contenter de dire que c'est Big Brother et puis on n'aura rien dit. Je sais que c'est un sujet passionnant et je vois que tout le monde est là avec son micro prêt à intervenir, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc il nous reste 5 minutes, donc on va aller vers les conclusions. Alors je voudrais quand même qu'on aborde justement la dernière question, c'est sur l'appropriation pour Très notre important. assemblée. Très important. Voilà. Donc, Rafi Aladjian, j'ai compris, votre Mothers, c'est un hub connecté, ça marche avec des cookies, tout le monde peut le découvrir à côté. Expliquez-moi ce qu'on fait avec votre Mothers, parce que quelque part, pour les marques, vous avez une solution à proposer, dite en marque blanche, pour leur aider à simplifier un peu cette découverte du potentiel qu'on peut faire avec un objet connecté. C'est ça ? Enfin, comme je l'ai dit, pour moi, la vision des objets connectés, c'est que n'importe qui, n'importe quelle marque, n'importe quelle industrie devra connecter les objets qu'il fait. Et ce n'est pas simplement une bande de start-up comme les nôtres, aussi sympathiques soyons-nous, qui vont en faire. Par contre, le problème avec les objets connectés et le problème avec l'Internet des objets, c'est les objets. Fabriquer un objet, c'est au moins 18 mois de travail quand on travaille bien et que c'est sa spécialité. Il faut pratiquement un autre 18 mois pour le faire parvenir entre les mains de suffisamment d'utilisateurs. Donc, si aujourd'hui vous avez une idée d'un objet connecté, dans 3 ans, vous aurez la réponse pour savoir si c'était une bonne idée ou pas. Donc, comme cycle d'innovation, comme cycle pour tester des idées, comme cycle pour renouveler votre connaissance et expérimenter des choses, c'est quelque chose qui matche pas du tout. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'est des capteurs qui peuvent être utilisés demain pour l'usage que vous voulez en faire. C'est-à-dire qu'on fait des capteurs polyvalents, des cookies, que vous pouvez intégrer dans vos produits. Donc vous faites de l'eau minérale, de la bouffe pour chiens, des matelas, des jeans ou des hamburgers. Vous pouvez faire des applications à base de cookies. Il faut 3 mois pour développer une application et dans 3 mois, vous avez une application pour objets connectés que vous pouvez tester sur une population qui peut aller de quelques centaines à quelques dizaines de milliers et vous commencez le cycle d'apprentissage parce que les objets connectés, c'est une proximité énorme par rapport à vos clientèles. Donc tout l'apprentissage du tact qu'il faut pour être réellement en symbiose totale et permanente avec votre utilisateur, c'est des choses qui doivent commencer à être apprises le plus tôt possible et pas laisser vos concurrents occuper ce terrain parce qu'une fois qu'ils seront dans le lit de votre client, vous aurez plus beaucoup de chances d'y arriver à votre tour. C'est une métaphore très forte, ça. Alors, Julien Promont, donc, qu'est-ce que ça change au fond d'être relié quasiment en temps réel avec ses clients ? Parce que c'est un peu ça aujourd'hui l'enjeu des objets connectés. C'est vrai que nous, on partage un petit peu moins la vision marque blanche et on a vraiment vocation à créer une marque consumer facing, donc vraiment à destination du consommateur. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. C'est pour ça qu'on a développé cette gamme complète. Et donc, quand on a réfléchi un peu au sujet, c'est vrai que les gens ici sont plutôt intéressés par le marketing. Et c'est vrai que je me suis demandé quelle est vraiment la différence entre un job de marketing dans une boîte d'objets connectés versus une boîte traditionnelle. Et c'est vrai que ce que je me suis dit, c'est que en fait, la relation est complètement chamboulée parce que dans le marketing traditionnel, l'acte d'achat marque la fin de mon marketing, enfin quasiment, alors que nous, l'acte d'achat, c'est le début d'une relation extrêmement riche à la fois pour l'utilisateur, comme le rappelait Rafi, et aussi pour la marque, où on va évidemment avoir des obligations de résultat, la personne va pouvoir prendre conscience de son corps, de sa santé, et c'est des opportunités incroyables à la fois pour l'un et pour l'autre, et en ça chamboule complètement le marketing. Je vous donne un exemple, on a des gens qui ont leur balance connectée depuis 2008, et donc, c'est notre responsabilité en tant que marketeur de faire en sorte que cette relation se passe bien, qu'on envoie les bons messages au bon moment, et ça peut être des messages commerciaux. On ne se prive pas d'être malin en marketing aussi. Thomas Serval, donc il y a une question, on l'a abordée rapidement, et puis je pense qu'on va essayer de conclure là-dessus. C'est sur cette espèce d'obligation quand même de réguler la circulation de la donnée. Il faut éviter toute perversion possible.
Mais aussi, et là on va rebondir un peu sur ce qui a été dit ce matin en ouverture de table ronde, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir ces données au fond, parce que c'est quelque chose qui est quand même une richesse qui peut ouvrir des possibles qu'on n'a pas encore peut-être touché du doigt. Oui, c'est une logique de win-win, hein. C'est-à-dire quelque part, aujourd'hui, le deal que vous avez avec les gens qui vous donnent un email gratuit, c'est que vous leur donnez le droit de faire de la publicité avec vous. Effectivement, si vous donnez vous êtes toujours prêt, si le message qui vous est envoyé, le message publicitaire, est plus pertinent, correspond plutôt à votre besoin, plutôt que de recevoir 10 messages dont vous n'avez rien à faire, il vaut mieux en recevoir un qui vous intéresse. Et donc en fait aujourd'hui, nous on est confrontés, on résout le même problème que mes deux camarades. En fait ce qu'on a fait, c'est on a créé un accélérateur autour des objets connectés et on essaye justement en travaillant avec des marques, c'est un bon exemple de ça, de définir des objets ou des éléments qui vont permettre d'utiliser les données que capturent nos objets pour répondre aux besoins d'une marque. Donc on n'a pas que la brosse à dents, en fait elle a 3 ou 4 cousins dont je ne peux pas parler encore aujourd'hui. Mais en fait ce qui se passe c'est on peut avoir l'approche du tracker multi-usage, on peut avoir l'approche de la marque un peu universelle. Nous ce qu'on essaye de faire c'est on se dit c'est la révolution en ce moment, donc un peu comme dans la révolution de l'imprimerie il y a eu plein de feuilles de chou. Et en fait, il y a plein de manières de montrer qu'on est innovant autour des objets connectés qui sont aujourd'hui offerts aux marques, créer des nouveaux objets, capturer des données qui n'étaient pas disponibles et faire quelque chose avec un effet waouh qui n'a pas été possible jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'innovations autour de ces petits trocs data contre nouveaux services. Par exemple, imaginez que vous êtes une boîte de dentifrice, je pourrais vous dire quand est-ce qu'il faut parler à mes utilisateurs quand ils auront besoin d'un nouveau tube de dentifrice. Il y a plein de manières d'utiliser ces nouvelles données. Et donc quelque part, il faudra toujours qu'on soit à même, nous inventeurs d'objets connectés ou les différentes marques présentes, de pouvoir enrichir le dialogue et identifier de nouvelles opportunités. C'est là qu'on parle de big data, de data mining, parce que ces opportunités, on ne les connaît pas nécessairement, mais on peut les découvrir. Et on peut les découvrir en confrontant les attentes des marques et puis les nouvelles données disponibles. Et c'est le nouveau dialogue qui va s'ouvrir aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a des questions On va voir, Thierry, on va voir. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions à faire, cher auditoire? Je suis ici. Sur la droite. Je vois pas. Ah si. Oui, d'accord, ok. Parfait. Bonjour, j'ai une question qui s'adresse aux trois interlocuteurs dont je salue la pertinence des messages délivrés. Il s'agit en fait des business models. Aujourd'hui, quand on voit le Mother, la brosse à dents Colibri ou le tracker Pulse de WeThings, on est sur un modèle de hardware. Je vends le produit, j'offre le service, je fournis l'application qui va avec. Est-ce que vous avez réfléchi à des modèles qui vont au-delà de ce modèle de hardware, des modèles d'abonnement, premium, freemium, software as a service ou autre? On voit bien aujourd'hui qu'il y a le seul modèle finalement qui fait du sens pour vous, c'est un modèle de hardware, mais est-ce qu'il y a d'autres modèles possibles? Merci. Je peux commencer. Enfin, nous, dans notre modèle de Mother, c'est typiquement un modèle d'App Store. Aujourd'hui, quand vous achetez une Mother et des cookies, les cookies sont universels et vous pouvez les utiliser avec un certain nombre d'applications dans notre App Store. Il se trouve que toutes les applications aujourd'hui sont gratuites et donc, de fait, c'est un modèle de hardware, mais il est tout à fait prévu que certaines applications puissent être payantes. On pense que pour un même besoin, il y a des gens qui sont prêts à payer plus ou moins cher. À recevoir une notification quand la porte de chez vous s'ouvre, je pense que ça vaut 0. Avoir quelqu'un qui intervient avec un chien dans les 20 minutes quand la porte s'ouvre chez vous, ça vaut 30 € par mois. Et c'est l'utilisateur qui peut choisir parmi les applications quel niveau de service ou quelle application il peut exister. Mais c'est un modèle d'App Store. Donc, en ce qui nous concerne, on touche à la santé. Donc, comme je l'avais expliqué, il y a des business models tolérables dans différents pays. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a des grands assureurs qui vont la donner, associée à une assurance. Donc, il y a une logique de bundle. Tous les objets qui ont un usage quotidien sont assez susceptibles de basculer vers des logiques d'abonnement. Prenez l'exemple du téléphone. Effectivement, on a beau être fabricant de téléphone, le vrai business model d'un fabricant de téléphone, même s'il a un sous-jacent hardware, c'est quand même d'être vendu avec un abonnement. Et donc, nous, à peu près pareil, on a un sous-jacent qui va être une plateforme qui va gérer la motivation, parce que finalement, quand on doit définir notre métier,
Notre métier, c'est pas tant de faire une brosse à dents que de faire un objet ou de créer une expérience qui donne aux gens de se brosser les dents tous les jours. Donc en fait, il faut qu'on anime ça, et la connexion ou la connectivité et le service qu'on va rendre, elle va être liée autour de la motivation des gens. Et donc oui, on est déjà sur des modèles software as a service et des modèles de bundle avec des autres opérateurs de services qui peuvent être des dentistes qui surveillent ce que vous faites, par exemple, ou qui vous fournissent un coaching, ou des assureurs dans certains pays qui vont vous la donner contre, pour 100 € par mois, vous avez une nouvelle brossette tous les mois et des choses comme ça. De notre côté, on continue effectivement à poursuivre ce business model, mais avec l'idée en tête que quand la personne achète un produit Weezings, il s'attend évidemment à avoir ce produit, ce beau produit, cette qualité de finition et cette qualité de mesure, mais maintenant de plus en plus, il s'attend au service qui accompagne le produit, et pour nous, ça fait partie du produit. Donc on a vraiment l'objectif de fournir pour chacun des produits un service très abouti de compréhension, d'analyse, de coaching, même si bien sûr on garde la possibilité de, si jamais on se rend compte que la data nous permet d'apporter encore plus de valeur, au-delà du coaching, au-delà de ce service de visualisation des données, on pourrait très bien proposer des options payantes à l'avenir, mais aujourd'hui notre but c'est vraiment de remplir notre service.